Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour les 2 petites minutes de retard liées à un petit problème technique, mais qui va se résoudre en cours de route. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire consacré à l'accessibilité numérique. Quelques précisions avant de démarrer. Vos micros et vos caméras sont volontairement désactivés. Vous avez toutefois la possibilité de communiquer avec nous via, je vois que certains l'ont déjà trouvé, via l'onglet discussion et aussi l'onglet questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à cet endroit-là. On y reviendra à la fin de l'heure. De notre côté, je vais vous écrire dans quelques minutes une petite question à notre tour dans le chat afin que nos intervenants puissent aussi ajuster leur niveau d'information lors de leur présentation. Je vous laisserai y répondre et je ferai un rappel tout à l'heure pour ceux qui vont arriver en cours de route. Et enfin, dernier aspect pratique, ce webinaire est aussi enregistré. Il sera diffusé en replay sur nos chaînes YouTube. Alors, pour démarrer les présentations, je suis Géraldine Profit, consultante inclusion et QVCT au sein du cabinet de conseil spécialisé en RH, Arthur Hunt Leadership, Talent et Transformation. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire organisé en partenariat avec Urbilog, une entreprise adaptée et acteur de l'accessibilité numérique. Ensemble, on a souhaité proposer un temps utile et concret pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de l'accessibilité numérique, connaître vos obligations et surtout découvrir au travers de 2 retours d'expérience comment prendre ce sujet en fonction du niveau de votre maturité d'organisation et aussi voir comment des transversalités, par exemple DSI, DRH, peuvent être un atout. Avant de commencer, quelques mots sur le groupe Arthur Hunt. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Arthur Hunt, c'est un cabinet de conseil RH qui accompagne les transformations humaines et organisationnelles depuis plus de 30 ans. Ce qui nous anime, nous, c'est d'aider nos clients à poursuivre une performance durable, celle qui fait vivre l'expérience de la diversité, de l'inclusion, celle qui promeut la qualité de vie et des conditions de travail comme levier de développement de leur organisation. On intervient aussi bien dans le secteur public que privé, auprès d'organisations de toute taille, et on combine expertise terrain, innovation sociale et accompagnement stratégique. Donc, au quotidien, on agit sur des sujets très concrets comme les politiques d'INI, la santé au travail, la QVCT, les politiques talents, les projets de transformation et leurs impacts. Je passe la main et la parole à Mathieu Froidure, président d'Urbilog, pour vous présenter l'expertise de son entreprise qui est engagée depuis plus de 25 ans sur le terrain de l'accessibilité numérique. À toi, Mathieu. Merci Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour me présenter rapidement, effectivement, j'ai fondé la société Urbilog il y a à peu près 25 ans. Au départ, Urbilog était uniquement spécialisé sur l'accessibilité numérique. Donc, ça fait 25 ans qu'on travaille sur ces sujets d'accessibilité numérique. On a pour ambition d'accompagner nos clients dans cette démarche. Alors, au niveau, je vais dire 360, c'est-à-dire en partant des audits, en accompagnement, en formation et dans toute la démarche liée à l'accessibilité numérique, que ce soit d'ailleurs pour l'intranet ou l'internet, c'est-à-dire tout ce qui concerne le salarié ou tout ce qui concerne le client. Et à partir de 2017, on a un peu transformé l'entreprise parce qu'on a obtenu l'agrément entreprise adaptée. C'est un agrément en fait qui à la fois nous oblige à avoir un certain nombre de personnes en situation de handicap. L'obligation, c'est entre 55 et 75%. On en est aujourd'hui aux alentours de 70%. Et donne un avantage aussi pour nos partenaires parce que du coup, en fait, on permet à nos partenaires de bénéficier d'une diminution fiscale liée à la taxe sur l'embauche des personnes handicapées. Alors, dans le domaine du secteur privé, ça s'appelle l'AGFIP et c'est le FIPHFP pour le secteur public. Et donc, voilà. Et la deuxième activité qui a été développée à l'issue de cette transformation, c'est une activité autour de l'inclusion handicap. En fait, l'idée pour nous, c'est d'aider nos partenaires à mieux intégrer le handicap dans leur écosystème. Pas uniquement numérique d'ailleurs, puisqu'on est capable aussi d'aller challenger des métiers, on va dire, du tertiaire.
Et l'objectif pour nous, en fait, c'est de devenir un interlocuteur sur le sujet de l'emploi handicap, parce qu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui, hein. Si je résume un petit peu, il y a à peu près 30% des entreprises qui sont au-delà des 6%, donc qui respectent la loi. Il y a 30% qui ne sont pas, qui sont à zéro, et il y a 40% qui sont entre les deux. Donc il y a quand même 70% encore des entreprises de plus de 20 salariés, hein, c'est la loi, qui ont des besoins en fait à mieux comprendre les mécanismes d'intégration du handicap au sein de leur structure. Voilà, j'ai été assez Parfait. synthétique, mais parce qu'on est timé. Parfait, parfait Mathieu. Alors, on entre maintenant dans le vif du sujet avec toi. Pour commencer, on entend souvent dire que le numérique devait simplifier la vie. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et à ton avis, est-ce qu'il a tenu ses promesses ou contribue-t-il plutôt à de nouvelles inégalités? Alors effectivement, l'informatique au sens large du terme nous a été vendue au départ en disant ça va vous simplifier votre vie. Alors, si je prends sur mon cas précis, j'ai pas précisé que j'étais aveugle, hein, d'où le fait que j'ai des lunettes de soleil, pas uniquement parce qu'il fait beau sur l'île, mais l'informatique au sens large du terme, hein, pas uniquement le web, a été vraiment pour les personnes déficientes visuelles et d'ailleurs plus globalement pour des personnes empêchées d'eux, plutôt un élément de facilitation. Néanmoins, on se rend compte aujourd'hui, avec toute la complexité que l'on voit émerger, et notamment d'ailleurs le fait qu'on nous demande de plus en plus à ce que notre identification, c'est-à-dire qui je suis, ça se complexifie énormément et on se rend compte que la promesse du départ, qui était de pouvoir nous permettre d'accéder à des informations assez simplement ou à des services, en fait, elle n'est pas forcément là et qu'il faudrait faire attention à simplifier les interfaces, simplifier les démarches pour que véritablement ça soit un vrai enjeu d'intégration et d'inclusion. Et donc voilà, c'est évidemment en demi-teinte. À la fois, c'est une véritable opportunité parce que sans l'informatique, il y a quand même des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de personnes qui sont exclues, et je pense notamment aux personnes qui sont âgées, hein, qui peuvent avoir des difficultés parfois à satisfaire, on va dire, enfin, aller chercher des informations ou satisfaire, on va dire, un certain nombre d'éléments, notamment dans le Mm. service que propose Internet. Et alors, si on regarde plus précisément la situation en France, notamment en ce qui concerne le handicap, quels sont les chiffres ou éléments clés à avoir en tête? Alors, en France, mais c'est valable d'ailleurs sur l'ensemble des pays européens, hein, officiellement, on est à peu près à 15% de la population. Donc, il faut compter une dizaine de millions de personnes, mine de rien, qui sont concernées par le handicap. Alors, évidemment, c'est des chiffres qui sont complexes à obtenir parce que, voilà, on a, pour des raisons de la CNIL d'ailleurs, une difficulté à communiquer sur ces éléments-là, mais globalement, c'est ce qui ressort de différentes études. Donc, ça veut dire que 10 millions de personnes aujourd'hui peuvent avoir des besoins sur le sujet de la simplification et de l'accessibilité numérique. C'est pour ça que c'est un sujet qui est important, parce que 15% d'une population, c'est pas négligeable. Et bien souvent, pour donner un autre chiffre, ce sont des personnes que vous n'identifiez pas comme étant en situation de handicap, parce que 80% des personnes handicapées sont dans un handicap dit invisible. Donc c'est important de comprendre qu'ils sont là sans forcément que vous puissiez les identifier. Et alors, si on revient sur l'accessibilité numérique, pour que tout le monde parle bien de la même chose, comment tu la définirais simplement? En quoi ça dépasse seulement la seule notion de handicap? En fait, l'accessibilité numérique, c'est la capacité d'un outil, d'un service à être utilisable par tous en fonction de ses capacités, en fonction de ses outils. C'est d'ailleurs le fondateur du W3C, hein, Teams Berners-Lee, qui l'avait évoqué presque en ces mots. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de faire en sorte que chacun, quelle que soit sa situation, puisse en fait interagir et utiliser les services. Donc c'est vraiment l'idée de se dire que l'accessibilité, c'est l'affaire de tous. Et on a souvent tendance d'ailleurs à résumer le handicap en disant bah oui, mais c'est qu'une petite frange de la population. Ce qu'on va mettre en place pour eux, c'est en fait assez limité, donc on va peut-être pas investir parce que ça n'a pas de retour sur investissement. Je vais vous donner deux exemples qui illustrent tout le contraire. En fait, tous les jours, vous utilisez un outil, enfin des outils qui ont été initialement développés pour le handicap et que vous utilisez aujourd'hui tous les jours. Les deux exemples que j'ai en tête,
c'est la télécommande, qui a été initialement développée pour les personnes en fauteuil, et le SMS qui a été développé pour les personnes sourdes. Et en fait, on se rend compte que la contrainte liée au handicap, en fait, fait émerger des solutions et notamment de l'innovation. Et donc voilà, derrière tous les sujets d'accessibilité, en fait, on se rend compte que au plus vous allez satisfaire ces publics qui sont ce que j'appelle des extreme users, en fait, au plus vous allez satisfaire le plus grand nombre. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette démarche. Et alors, concrètement, quels sont les bénéfices d'une démarche d'accessibilité numérique pour qui et sur quels aspects? Alors, le bénéfice, il est triple pour moi, parce que aujourd'hui, que ce soit dans notre vie perso ou dans notre vie pro, on est tous utilisateurs de services numériques. Que ça soit sur un ordinateur, que ça soit sur un smartphone, aujourd'hui, on l'utilise tous. Et donc pour moi, le triple bénéfice, il est à la fois sur le plan de l'intégration sociale, l'intégration professionnelle et l'intégration culturelle. En fait, c'est tous les pans de notre capacité à pouvoir vivre dans une société avec un grand S qui se retrouve en fait derrière ces sujets d'accessibilité. Et donc c'est un vrai enjeu. Et donc on a développé en fait l'écosystème en fait juridique français et européen ont mis en place un certain nombre de normes pour cadrer en fait tous ces enjeux. Si je reviens rapidement sur les lois existantes, alors vous en avez une qui est en train d'arriver. On va parler de la loi du 28 juin 2025, donc c'est vraiment à la fin du mois, qui va concerner l'ensemble des structures qui ont un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros, ainsi que au-dessus de 10 personnes. Donc globalement, c'est la majorité des entreprises. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que leurs interfaces numériques soient accessibles. Alors, quand on parle d'interface numérique, on va parler de tout ce qui concerne le client, entre guillemets, ou l'utilisateur final, quand on est dans les services publics, mais c'est aussi tout ce qui concerne les salariés. Donc, ça va être les sites Internet, les applications mobiles, ça va être aussi les intranets, les applications RH, les applications métiers, et globalement toute la communication digitale d'une entreprise ou d'une structure. Les obligations que l'on a aujourd'hui par rapport à une loi d'ailleurs française, alors là, il y a différentes. Je vais pas être trop complet sur les lois parce que sinon on pourrait y passer trop de temps. Mais globalement, on a une première loi qui date de 2005, qui a été rédigée lors du quinquennat de Jacques Chirac, hein, qui avait une fille handicapée. Cette loi a été reprise en fait pour l'élargir. Donc c'était une loi qui était principalement destinée aux services publics et délégations de services publics. Elle a été reprise en 2016 avec un décret en 2019 qui donne globalement pour les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires 4 obligations. La première, c'est des obligations d'affichage. Donc les obligations d'affichage, c'est une déclaration d'accessibilité que l'on devra retrouver sur les sites internet, les applications mobiles et aussi sur les espaces, on va dire, privés qui sont internes à l'entreprise. Ensuite, on a une obligation de faire un schéma pluriannuel d'accessibilité. Alors ce schéma, je pense que d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler au travers des expériences qui ont été vécues. C'est la meilleure façon de se projeter dans le temps. L'obligation légale vous donne 3 ans pour le faire, mais l'idée, c'est de donner les clés d'une gouvernance accessibilité et de mettre en place tous les éléments qui vont permettre de faciliter cette gouvernance et l'intégration de cette démarche dans l'entreprise. Donc ça, c'est le schéma pluriannuel d'accessibilité. Et ensuite, on a une obligation d'avoir un référent, c'est-à-dire un point de contact, que ce soit d'ailleurs pour l'interne ou pour l'externe, un référent accessibilité qui sera donc effectivement la personne en charge de ces sujets au sein de l'entreprise. La dernière obligation, c'est une obligation d'affichage sur la page d'accueil. Une fois que vous avez fait votre déclaration, en fait, vous savez quel est votre taux d'accessibilité. Et le taux d'accessibilité doit être affiché sur la page d'accueil avec 3 mentions possibles. Si vous êtes inférieur à 50%, vous êtes non accessible. Si vous êtes compris entre 50 et 99%, vous êtes partiellement accessible. Et si vous êtes 100% accessible, évidemment, vous pouvez notifier le fait que vous l'êtes. Derrière ça, vous avez des obligations, de ces obligations légales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des référentiels, mais globalement, il y a aussi des pénalités financières qui sont en jeu. Si je fais un résumé,
Pour les défauts d'affichage, on est aux alentours de 25 000 €, qui peuvent être renouvelés tous les 6 mois d'ailleurs. Et pour les défauts d'accessibilité, on peut arriver à des sommes de 50 000 €. Donc c'est pour dire aussi qu'il y a des enjeux financiers derrière ces enjeux de société que j'ai pu évoquer, qui sont pour moi l'essentiel. En fait, l'essentiel n'est pas la conformité, mais c'est avant tout le fait de satisfaire les publics qui sont vraiment derrière les écrans et derrière les services que vous mettez à disposition, parce que c'est un vrai enjeu de société. Et alors, toutes ces obligations, qui est-ce qui va contrôler leur conformité et comment ça se passe? Alors, il y a un certain nombre d'organismes, je pense que je ne vais pas faire la liste parce que certains d'entre eux ne sont pas en fait, très connus, mais je vais en citer 3. Le premier, en fait, à avoir pris le sujet, c'était l'Arcom. Alors, l'Arcom, vous le connaissez notamment quand on parle d'audiovisuel. C'est aussi l'organisme qui régit tous les services audiovisuels en France. Donc, c'était le premier organisme qui a pris le sujet et en fait, qui va travailler d'ailleurs sous tout le pôle, on va dire, des services publics. Donc, c'est eux qui vont être, les garants de l'accessibilité dans le service public. Ensuite, vous avez un deuxième organisme de contrôle que tous les retailers connaissent assez bien, c'est la DGCCRF, excusez-moi, qui contrôle d'ailleurs la répression. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle la répression des fraudes, hein. Donc, ils sont en train d'être guidés, on va dire, par l'Arcom, parce que comme l'Arcom avait commencé un petit peu le sujet, pour prendre en place, enfin mettre en place en tout cas ce sujet-là. Et vous avez d'ailleurs sur leur site, on va dire, une belle information sur ce qu'ils vont faire exactement. Et une autre structure que vous connaissez également et qui va interagir dans le monde bancaire, c'est la Banque de France, qui va notamment interagir sur tous les moyens de paiement. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment 3 organismes. Alors, il y en a d'autres qui sont moins connus, mais sachez que pour chaque structure, on va dire, chaque domaine d'activité, on a son organisme de vérification. Ok. Alors, pour terminer sur cette partie de manière concrète, si une organisation souhaite progresser, par quoi peut-elle commencer et quels sont ses premiers leviers d'action à activer? Alors, je pense que globalement, il y a une démarche en 3 étapes qui me semble importante, parce souvent, on a tendance à se dire: «OK, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un audit». Je ne suis pas certain que ça soit forcément la première action qu'il faille mettre en œuvre, parce que l'audit, on sait presque à l'avance qu'il y aura plein de choses à faire et que du coup, ça va nécessiter des travaux derrière. Les 3 démarches que l'on a dans la démarche accessibilité, la première, c'est évaluer. Alors évidemment, c'est la réalisation d'audit, mais comme je viens de l'évoquer, ce n'est pas forcément la première à mettre en œuvre, hein, parce qu'on peut aussi avoir une autre stratégie. Une fois que vous avez évalué votre écosystème numérique, vous allez rentrer dans une phase de remédiation. La remédiation, c'est comment concrètement, je vais mettre en œuvre toutes les préconisations qui ont été identifiées dans un audit. La remédiation, elle peut se faire à plein de niveaux, c'est-à-dire que vous avez des sites sur lesquels vous avez la main, vous avez des sites sur lesquels vous avez acheté sur étagère des outils, donc ce n'est pas la même façon de le faire, en fait. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, la 3e étape et la plus importante, c'est la non-régression. En fait, c'est mettre en œuvre la stratégie, la politique, la gouvernance, accessibilité au sein de votre structure, de manière à ce que vous puissiez vous projeter sur les 3 prochaines années en disant: «OK, où j'ai envie d'être dans 3 ans?» En sachant que, évidemment, si vous avez un écosystème numérique complexe avec de nombreux sites internet, applications mobiles, applications métiers, applications RH, en fait, vous n'allez pas tout prendre de front. Donc la première démarche est peut-être d'identifier vos assets numériques, de pouvoir identifier les priorités qui peuvent être faites déjà par le fait que vous avez la main ou pas sur ces outils, par le fait que ce sont des outils qui sont très utilisés en interne ou pas. Enfin voilà, il y a plein d'éléments en fait qui vont permettre de distinguer, on va dire, la stratégie dans laquelle vous allez vous engager. Et après, je pense que rédiger son schéma me semble être la meilleure façon de se projeter. Et une fois que vous avez fait votre schéma, vous allez pouvoir mettre en œuvre effectivement là un certain nombre d'audits, de manière à pouvoir identifier concrètement ce qu'il y a lieu de faire. Et cette démarche
qui pour moi rentre dans le cadre de la gouvernance accessibilité, c'est aussi de se dire quels sont les moyens que je veux y consacrer, parce qu'on sait très bien que nul n'a moyen illimité et que du coup, il va falloir faire des choix. Et c'est dans ce cadre de ces choix qu'il est important de se voir quels sont les choix que je peux faire en année 1 qui vont avoir un budget faible avec un impact fort en année 3. Typiquement, si je devais prendre un exemple ou deux exemples, le fait de pouvoir travailler sur la politique d'achat des assets numériques de l'entreprise peut avoir des effets importants en année 3, parce que vous allez acheter des services numériques et du coup, vous allez intégrer cette dimension d'accessibilité numérique. Et du coup, ça va porter ses effets au fur et à mesure des années, au même titre que de former vos équipes qui œuvrent sur le sujet, on va dire, du numérique dans l'entreprise, peut avoir aussi des effets positifs long terme, parce que à un moment donné, inévitablement, vous allez faire appel à des, on va dire, à des besoins de transformation, que ce soit des chefs de projet, que ce soit des développeurs, que ce soit des UX designers, des recetteurs, des contributeurs, on a souvent aussi tendance à oublier, qui font partie de l'écosystème de votre numérique. Donc, c'est aussi dans cette démarche-là qu'il est nécessaire de se projeter en disant, voilà, les clés, elles sont là, et comment demain je mets en œuvre. Et donc, du coup, on revient sur la première démarche qui est, effectivement, je dois à un moment passer par une phase d'évaluation. Merci Mathieu pour tous ces premiers éléments. J'en profite pour rappeler à tous les participants s'ils peuvent répondre à la question que j'ai posée dans le chat pour savoir leur niveau d'avancement. Ça nous permettra, en tout cas surtout aux prochains intervenants, d'ajuster leurs propos. Alors, avant de passer au premier retour d'expérience, je voudrais juste revenir un instant sur un point important, c'est-à-dire que ce matin, on a 3 témoins qui sont tous les 3 issus du secteur public, mais on a aussi dans l'auditoire des entreprises du secteur privé. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots rapidement que dans les grandes lignes, les obligations en matière d'accessibilité numérique, elles concernent à la fois le public et le privé, et qu'au final, l'enjeu, il est partagé par tous? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, c'est vraiment des enjeux d'intégration de société. Aujourd'hui, en tant que citoyen, je dois pouvoir, on va dire, payer mes impôts. Donc, il faut que je puisse y accéder. Juste pour faire une petite anecdote, un jour, je voulais déposer faire ma déclaration. J'y avais passé 1 heure, mais j'étais content, j'avais fini. Et au moment où j'ai validé, j'ai vu un petit message s'afficher, alors vu via ma synthèse vocale, un petit message s'afficher: «Time out expired». Et j'avais passé trop de temps. Ce qui était dommage parce que je voulais pas passer autant de temps, mais j'avais dû passer du temps parce que c'était pas si simple que ça. Et donc voilà, en tant que citoyen, on a tous aujourd'hui des devoirs et des obligations, ainsi que des droits. Et ça, c'est grâce au site internet de plus en plus qu'on est capable d'aller les chercher. Donc c'est un vrai enjeu aussi pour chacun de nous en tant que citoyen. Mais c'est aussi chacun de nous en tant que consommateur. Aujourd'hui, on achète beaucoup de choses, heu, ne serait-ce qu'en ligne. Et voilà, si je ne suis pas capable de le faire, je vais me retrouver en difficulté. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, d'intégrer, d'où le fait que l'accessibilité est un enjeu d'intégration, dans une société. Mais c'est aussi le fait que, si je veux travailler dans une entreprise, aujourd'hui, la majorité des salariés, en fait, ont des ordinateurs ou des smartphones à leur disposition parce que, de plus en plus, on utilise ces outils dans tous les métiers. Et je précisais tout à l'heure aussi les aspects culturels parce que, une vie, c'est aussi fait de loisirs et qu'on doit pouvoir, même en tant que malvoyant ou déficient visuel, d'aller regarder des films, au cinéma et même si on est sourd, pouvoir avoir des sous-titrages. Enfin voilà, c'est aussi la capacité de pouvoir, tout simplement profiter, de tout ce qui est mis à notre disposition pour s'enrichir, sur le plan culturel. Donc voilà, c'est vraiment des enjeux de société dont il est, fait appel derrière ces sujets d'accessibilité. Super. Merci Mathieu. Alors, nous allons maintenant Merci entendre... Géraldine. Merci. On va maintenant entendre le témoignage d'un établissement public qui a su faire de l'accessibilité numérique un projet d'équipe et un levier d'innovation. Je souhaite la bienvenue à INRIA, qui est un institut national de recherche en sciences et technologies du numérique et qui emploie plus de 2700 agents. Nous accueillons aujourd'hui pour représenter INRIA Aurélie Moiseau, chargée de développement RH et référente handicap, ainsi qu'Isabelle Lacoffrette, chef de projet à la DSI et référente accessibilité numérique. Elles portent ensemble, chacune depuis leur direction, une démarche croisée qui, j'espère, va pouvoir en inspirer bon nombre d'entre vous.
Alors, juste avant, on va faire un petit test micro avec Aurélie parce qu'on avait eu un petit bug au début. Aurélie, est-ce que vous arrivez à parler et qu'on vous entende? Ah non. Ah, je vous vois parler, mais ça fonctionne toujours pas. J'ai l'image. Ah, non. Bon. Bon. En tout cas, on a Isabelle avec nous. Ouais, non. Aurélie, on vous voit, mais on ne vous entend pas du tout. Bon, on n'aura pas réussi à résoudre notre bug informatique qui nous a coûté les petites minutes de retard. C'est la Alors, loi du direct, ça. Oui. oui, malheureusement. Bon, du coup, Isabelle, vous avez la lourde tâche de Bonjour. répondre à l'ensemble des questions. Bonjour à Alors, bah, toutes, ouais, à tous. Bah, écoutez, je vais essayer de faire au mieux, surtout sur la partie dont devait répondre Aurélie, mais bon, pas de on fait au souci. mieux. On s'adapte. Et ben Isabelle, je vous laisse peut-être déjà vous présenter et bah, voilà, peut-être nous expliquer ben, comment l'accessibilité numérique est devenue une priorité pour INRIA et comment s'est construite justement cette relation entre DSI et DRH. Oui, donc moi je suis Isabelle Lacoffrette, donc je suis référente accessibilité numérique chez INRIA. Je fais partie de la DSI. Et du coup, on a une équipe accessibilité numérique et on a travaillé avec les RH, donc la mission handicap, à partir de 2022. Donc la mission handicap a vu le jour en 2020, hein, autour des problématiques de handicap. Et rapidement, on a eu des utilisateurs chez nous, hein, en situation de handicap qui nous ont fait part de leurs difficultés à accéder à leurs outils de travail, tout simplement, nos sites, nos applications, plein de choses qui n'allaient pas. Du coup, c'est monté une équipe accessibilité numérique pour prendre le problème, tous ces problèmes en compte. Un gros chantier, une page blanche, hein, en 2022, et on a travaillé en étroite collaboration avec la mission handicap pour aussi travailler avec les personnes en situation de handicap. Voilà un peu comment la collaboration a commencé. Ah, merci beaucoup déjà pour ce contexte. Au niveau, alors sinon au niveau de la DSI, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est structurée votre démarche de mise en accessibilité des outils numériques? Alors au début, on a fait un groupe de travail, alors de volontaires, hein, donc qui s'est enrichi au fur et à mesure. Ce qu'on a eu à faire dès le départ, c'est un état des lieux de nos sites, nos applications. Il y en avait beaucoup. Un état des lieux, on a fait des priorités aussi, les sites les plus utilisés, les sites qui étaient encore, qui allaient encore survivre au numérique et qui n'allaient pas être changés dans 1 an ou 2 ans. Et puis aussi, surtout, on a priorisé les remontées des personnes en situation de handicap, les difficultés qu'elles devaient avoir. Le premier site qu'on a eu à faire, par exemple, c'est un exemple, c'est le site de recrutement. Donc, on a un site de recrutement qui est développé en interne, hein, chez nous. Et bah, les personnes en situation de handicap, notamment les personnes non-voyantes, ne pouvaient tout simplement pas déposer le CV sur le site. Qui est un peu, surtout avec des offres d'emploi fléchées pour personnes handicap, ne pas pouvoir déposer son CV, c'était quand même assez fort. Donc, on a travaillé d'abord sur ce genre de site et d'ailleurs, ce site est 100% conforme. Voilà, on a commencé à travailler là-dessus. Donc, l'état des lieux, ça ne veut pas dire faire des audits, comme le disait Mathieu, hein. On ne part pas sur des audits pour faire des audits. Et on n'implique pas non plus les utilisateurs si on sait que nos sites et nos applications, les utilisateurs en situation de handicap, s'ils sont non accessibles. Et alors, Isabelle, du coup, ce qui est particulièrement intéressant dans votre approche, c'est aussi la place que vous avez donnée aux agents testeurs. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire un petit peu plus et notamment comment s'organisent ces tests et ce qu'ils vous ont permis de faire évoluer? Alors, on s'est rapproché du coup, comme je disais, de la mission handicap pour demander des volontaires, puisque c'est la mission handicap qui connaît les personnes en situation. Du coup, il y a une dizaine de personnes avec des situations de handicap différentes.
Et alors pour nos applications qu'on souhaitait faire, parce que la conformité RG2A, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité numérique, n'est pas suffisant. Il faut impliquer les personnes en situation de handicap pour valider l'utilisation et l'usage du numérique. Du coup, on a fait des parcours utilisateurs validés avec une personne UX chez nous, donc expérience utilisateur. Et suite à ces parcours, on accompagne les personnes en situation pour faire le parcours. On fait une synthèse et qu'on restitue à notre équipe de développement. Parce qu'on a des développeurs qui ont été formés sur l'accessibilité numérique pour du code accessible. Et donc, suite à cette synthèse, ils font les corrections. Et après ces corrections, on refait valider par les personnes qui ont montré que ça ne marchait pas pour vraiment valider que la correction est vraiment correcte. Merci. C'est important, hein, ce que vient de dire Isabelle, d'impliquer des personnes qui sont en situation, parce que le RG2A, c'est un formidable outil qui permet de mettre en place, on va dire, on va dire des systèmes de vérification au fil de l'eau. Mais le vrai enjeu, c'est justement d'impliquer des vraies personnes qui sont dans cette situation. Parce que parfois, on peut être conforme sans forcément être utilisable, comme on peut avoir l'inverse aussi d'ailleurs. Et les 2 sont importants dans cette démarche. Mmh. Et alors, j'en profite pour rebondir et pour un petit peu prendre la parole par rapport alors Aurélie, malheureusement, a le micro qui ne fonctionne pas, mais du coup, vous avez aussi mis en place au sein d'INRIA de nombreuses actions de formation et de sensibilisation. Et entre autres, il y a aussi la particularité chez vous, c'est que vous avez développé un site internet je vais mettre l'adresse dans la conversation, comme ça tout le monde pourra aller le voir. Vous avez développé un site qui permet à chacun de se mettre dans la peau d'un utilisateur ayant un handicap. Est-ce que, Isabelle, vous pouvez nous dire quelques mots sur cette initiative et puis les objectifs qui étaient associés? Oui, alors la formation, on a commencé en 2022 de se former l'équipe accessibilité, hein, que ce soit des développeurs, les contributeurs, les référents accessibilité numérique, on avait besoin d'être formés. Ensuite, on s'est rendu vite compte que pour porter et acculturer l'accessibilité numérique, c'était pas évident. Les personnes ne voyaient pas de quoi on parlait et bon, on voyait le site et je disais, bah, pour moi, il est bon, je ne comprends pas qu'une personne ne puisse pas aller sur ce site, comprendre ce site. Donc, on a fait intervenir aussi des personnes en situation non-voyante pour leur montrer avec un lecteur d'écran ce qui était reporté sur un site non conforme, enfin pas accessible. Et on a vite vu qu'on allait mettre en place le site de simulation, là, qui est un site qui pour montrer les choses, mais qui ne montre pas tout et pas toutes les situations de handicap. Sur la page, on a reporté des ressources et on s'est axé sur un certain nombre de situations de handicap. Donc, il y avait le daltonisme, la non-voyance, la malvoyance, la malentendance, les troubles moteurs, la dyslexie, le facile à lire et à comprendre pour les documents. On a balayé un petit peu tout ça et ce site était en interne, donc ça marchait très bien. Les gens étaient vraiment contents de regarder ça et ils comprenaient mieux les situations qui pouvaient être difficiles pour certaines personnes si ce n'était pas bien conçu. Et du coup, on l'a ouvert à l'extérieur puisque ça a été demandé plusieurs fois et du coup, il est complètement accessible à tous et il ne faut pas hésiter à en abuser pour porter l'accessibilité numérique dans son organisme ou dans son entreprise. Merci Isabelle. J'en profite au passage pour dire qu'Aurélie a mis un petit commentaire pour préciser que le site a été créé en 2023 avec plus de 8000 connexions depuis sa création. Une dernière question avant de passer la parole à notre dernier intervenant. Isabelle, un autre levier important dans votre démarche concerne les marchés publics. Comment vous intégrez aujourd'hui les exigences d'accessibilité dans vos marchés numériques? Oui, alors dans le numérique, enfin l'accessibilité numérique, il y a plein, c'est très transverse, il faut un peu balayer un petit peu tous les champs. On l'a intégré aussi dans nos projets DSI, hein, dès le départ, hein, quand il y a des nouveaux projets.
Et on s'est aperçu que si on n'intégrait pas ça avec notre service achat-marché, donc dans des clauses d'accessibilité numérique pour les marchés, on allait passer à côté de la vérification, que si on doit acquérir une application sur étagère, il faut qu'on puisse mettre des clauses d'accessibilité et que les prestataires y répondent. Je suis franche avec vous, c'est pas facile. C'est pas facile. On a des réponses assez farfelues d'ailleurs des prestataires parfois. Et je pense que plus les personnes mettent ces clauses du marché dans les propositions, plus les prestataires sauront y répondre et devront y répondre. C'est important en fait parce que là, je parle en tant qu'entreprise qui œuvre, on va dire, sur différents types de structures, qu'elles soient publiques ou privées. En fait, ils me posent tous la même question en disant: «Mais je fais comment quand j'achète on va dire un outil acheté sur étagère, prestation RH ou ce genre de choses?» Et en fait, je leur dis: «Bah, en fait, votre rôle en tant que, diffuseur, c'est-à-dire que c'est vous qui mettez à disposition de vos publics, des informations et des services, donc c'est vous qui en êtes responsable, même si effectivement vous passez par un tiers. Donc demandez au tiers de le mettre, à l'ordre, enfin dans ses roadmaps, pour que demain ou après-demain, le sujet de l'accessibilité soit pris en compte. Et donc au plus nombreux vous êtes à le faire et au plus ça aura un impact, concret, dans les futures versions. Mmh. Merci beaucoup Isabelle. Merci Aurélie, même si on n'a pas pu vous entendre, en tout cas aussi pour les petits commentaires que vous avez ajoutés dans la conversation. Alors, on va maintenant poursuivre avec un autre témoignage très inspirant, celui de Bertrand Binois du département du Nord. Bertrand, vous êtes engagé de longue date sur le sujet de l'accessibilité numérique. Vous êtes entre autres référent accessibilité numérique, mais pas seulement. Et je vais vous laisser nous en dire plus et nous présenter votre approche que personnellement j'ai envie de qualifier d'holistique. D'accord. Eh ben, bonjour à tous. Donc oui, Bertrand Binois, département du Nord. Moi, j'ai une formation de designer de l'époque où UX et UI, on ne savait pas ce que c'était, de l'époque où les sites internet étaient consultés sur des modems 56K. Et de cette formation de designer, j'en suis arrivé à l'idée au fur et à mesure de mon avancée professionnelle que quand on fait du design pour quelqu'un, on fait du design pour tout le monde. Et que l'accessibilité numérique, pour moi, ça n'a jamais vraiment été un sujet, puis ça a toujours été une partie intégrante du design. Quand vous designez un site ou n'importe quoi d'autre, pour des êtres humains, vous êtes obligé de prendre en compte toutes les disparités qui peuvent exister entre ces êtres humains, que ce soit la taille, le nombre de doigts, la langue ou les capacités physiques ou autres. Et donc, j'ai toujours eu cette logique-là dans mon travail, ce qui fait qu'en 2008, déjà, je me suis formé à l'accessibilité, qui était pour moi juste un prolongement du monde du design. Et aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur, la qualité web, puisqu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à séparer toutes ces choses-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la qualité web, il y a un référentiel qui est français, qui s'appelle Opquast, qui est parfaitement en cohérence et en adhérence avec les autres référentiels que sont RGS, RGPD, RGESN et donc RG2A dont on est en train de parler. Voilà, j'espère avoir été synthétique. Parfait. Alors Bertrand, vous souhaitiez aussi adapter votre intervention en fonction du niveau d'avancement, d'où la question qu'on a posée à tout le monde dans le chat. Bon, alors, ça ne va pas beaucoup vous aider parce qu'il y a un petit peu de tout. Pas de bol, Bertrand. Non, c'est pas grave. Je vais survoler les 3 sujets, je pense, parce que mes collègues de l'INRIA ont très bien répondu sur les marchés publics et ils ont bien levé cette problématique de la complexité. Donc, je vais juste peut-être très rapidement dire, nous, notre stratégie par rapport aux marchés publics. On a travaillé, donc le département du Nord, c'est une très grosse collectivité, hein, c'est 10 000 agents. Et donc, c'est toujours un peu plus lent de faire un certain nombre de choses dans des collectivités de cette taille. Néanmoins, on a très bien travaillé avec la DSI et le service des marchés publics. Et on a écrit en fait des mentions toutes faites et on a 6 cas de figure qui prennent en compte soit EN 301-549, donc ce qui arrive là, le 28 juin, soit RG2A, et on a des disparités entre est-ce que c'est une nouvelle création, est-ce que c'est un produit sur étagère, est-ce que c'est du custom, est-ce que c'est un renouvellement de marché. Et donc, dans tous ces cas de figure-là, on a adapté nos clauses de marché public, et notamment une d'entre elles
qui est en fait une clause de progrès. Quand on a déjà cet outil, que cet outil n'est pas conforme, on en a énormément des outils pas conformes, notamment dans les applications métiers, c'est de dire aux prestataires, aux candidats, on va faire un renouvellement de marché, par contre on veut un plan de mise en conformité de ta part. Voilà. En deux mots, c'est un peu le... On a mis pas mal de temps à arriver à cette logique-là. Aujourd'hui, on n'a bien entendu pas assez de recul pour dire si ça fonctionne ou pas sur le long terme, mais en tout cas, on y croit pas mal. Et on a réussi à mettre en place cette espèce d'automatisation. À chaque fois qu'un marché public sort, il y a la mention qui va bien, qui est préécrite, ce qui évite d'avoir, notamment pour moi, d'avoir à relire chaque marché, parce qu'il y en a énormément. Voilà. Donc ça, c'est la partie marché public. Et elle s'appuie aussi sur un deuxième sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. En tant que designer, j'ai forcément travaillé sur un design system. Un design system, c'est-à-dire en fait une sorte de charte graphique, mais pas que, puisqu'elle est pour le web. Elle prend aussi en compte la tonalité et la façon dont on code et la façon dont on justement fait des choix d'UX et d'UI. UX, expérience utilisateur, UI, interface utilisateur. Et donc, dans ce design system qui s'appelle Norcom, communication.lenor.fr, ça me semble simple pour y accéder, qui est par ailleurs 100% conforme, nous avons notre charte de couleurs, d'usage de contraste de couleurs, d'usage de codage de typos. Et à la fin, nous avons une sorte de réécriture des normes de qualité web et du RG2A à notre sauce. À notre sauce, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des points du RG2A qui sont identiques à ceux de la qualité web, et qui sont expliqués autrement, ou qui sont tous les deux sur des méthodes de test légèrement différentes, mais néanmoins cohérentes. Et nous avons également, j'ai pour philosophie de parfois, avec le RG2A, la problématique de la conformité, c'est plutôt d'éviter d'avoir à en faire. C'est-à-dire que le top, c'est de rendre une clause non applicable. Je vais vous donner un exemple très rapide sur les vidéos, par exemple. L'audio-description, c'est très compliqué à faire. Le but, c'est de ne pas en avoir besoin. Si votre bande-son de vidéo n'a jamais de temps mort et que la voix off ou les dialogues expliquent la totalité de ce qui s'y passe, vous n'avez pas besoin d'une audio-description. Voilà. Donc ma philosophie, c'est celle-là. Elle peut ou pas plaire à mes collègues. Et donc, ce qui fait qu'on a un peu réécrit le truc à notre sauce en enlevant les règles sur lesquelles qu'on se permet de contourner par notre design system. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère que ça l'est. Voilà. Et oui. Excuse-moi, je vais faire un truc, mais ce que tu évoques est hyper important, c'est que on a effectivement un certain nombre de normes comme les RG2A ou le N301 549. En fait, l'idée, c'est aussi d'être pragmatique sur le sujet. Et je pense que ce que tu illustres là est hyper important, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est pas du 1 ou du 0, l'accessibilité, c'est aussi d'être pragmatique. Et j'aime beaucoup ton exemple. Voilà, je vous ai mis pendant ce temps-là le lien pour ceux qui veulent aller jeter un œil sur communication.lenor. Vous verrez à la fin, donc on a une checklist qualité accessibilité web qu'on va implémenter aussi, c'est dans les tuyaux avec EN 301 549. Et je me permets de poser une question au passage, Bertrand. Comment vous faites pour vérifier le respect justement de votre design system par les différents acteurs? Ah bah ça c'est du temps homme, c'est mon temps homme d'ailleurs, c'est d'aller, c'est c'est pas parce qu'on a un design system qui va être suivi, mais l'avantage c'est qu'on peut y pointer en permanence. C'est-à-dire qu'au lieu de réexpliquer à chaque fois pourquoi on utilise telle couleur, demander de changer telle couleur parce qu'elle n'est pas conforme en termes de contraste avec la couleur d'arrière-plan, etc., on renvoie simplement vers Norcom et vers le point précis dans Norcom. En fait, c'est juste un gain de temps, mais ça n'enlève pas effectivement le contrôle par un humain, souvent votre serviteur, ni le fait de répéter à l'envi et à l'infini à certains prestataires que les couleurs, ce sont les nôtres et pas les leurs. Voilà. On a même fait un petit tableau pour ceux qui se baladent dessus. Vous pouvez les voir dans couleur. Il y a même un tableau de contraste qui permet de savoir quelle couleur on a le droit d'associer avec quelle autre, histoire de simplifier la vie. Pour éviter de commencer à expliquer à un designer d'un prestataire ou d'un candidat qu'il doit faire attention à ce que telle valeur de contraste soit respectée, on lui dit simplement tu ne peux utiliser que ces couleurs-là ensemble, parce que c'est pas le tout d'avoir une charte couleur. Comment elles cohabitent entre elles. Et alors, avant que tu abordes ton dernier point, là, tu parles de prestataires, ça me fait rebondir dessus. Comment tu abordes ces situations, par exemple, où les prestataires sont pas suffisamment, on va dire, ont un niveau de maturité pas suffisant en termes d'accessibilité? Comment tu vas aborder ces situations-là quand même la maturité du marché reste insuffisante?
Alors, je me serais bien mis sur répondeur pour cette question. Et j'aurais bien dit je ne suis pas disponible pour le moment, mais j'ai pas le choix. En fait, bah, tout est là. Tout est aujourd'hui, une des très grosses épines dans le pied, c'est ça, en fait. Et ça, c'est presque du cas par cas. C'est comment le prestataire réagit. Comment on peut échanger avec lui? On a affaire à des prestataires qui nous ont livré des trucs complètement invraisemblables et à qui on l'a expliqué, qui nous dit OK, on va bosser ensemble si on peut avoir un peu de temps de votre part et on va améliorer le site. On a ça d'un côté et on a d'autres, des prestataires qui, eux, ont absolument pas envie de changer. Pas du tout, du tout, du tout. Et donc là, aujourd'hui, bah, c'est des stratégies au cas par cas, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Est-ce qu'on peut trouver un autre prestataire? Est-ce qu'on peut relancer un marché? Est-ce qu'on peut dénoncer le marché? Et là, je ne peux pas répondre avec. Il n'y a pas de stratégie globale. En tout cas, j'en ai pas encore trouvé. On en cherche. Mais c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est ça, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est les outils tout faits d'accessibilité, qui sont un vaste sujet. C'est les gens qui pensent, les prestataires qui pensent qu'avec une simple surcouche, on peut rendre conforme un site. Spoiler alerte, c'est pas vrai. Ça marche pas, ça marche jamais, ça marchera jamais. Voilà. Merci. Je ne sais pas si je réponds à ta question, je réponds un peu à côté, mais voilà. C'est Isabelle, moi, j'appuie ce que dit Bertrand. Effectivement, l'expérience avec les prestataires sont tout à fait ça. Et il faut, au cas par cas, il y en a qui sont vraiment, on sent qu'ils ont envie d'évoluer. Et il y en a d'autres, c'est bloqué, quoi. Voilà. Donc, Ouais. Je pense qu'il y en a surtout certains qui n'ont pas compris que c'était dans leur intérêt d'évoluer, parce que certains de ces prestataires font leur beurre, pardonnez-moi l'expression, uniquement avec la sphère publique, et que effectivement tout le monde ne va pas à la même vitesse dans la sphère publique, mais l'objectif est exactement le même. Et à un moment ou à un autre, un prestataire dont le produit est 100% public, il n'aura pas le choix que de mettre en accessibilité son produit, et il ne se rend pas compte que quand des gens encore bienveillants comme le département du Loir ou l'INRIA sont prêts à l'accompagner à le faire, eh ben en fait, il a tout intérêt à les écouter, plutôt que le jour où il se prendra, pardonnez-moi à nouveau l'expression, un mur. Parce que c'est ce qui va se passer pour pas mal de prestataires. Je pense. Et j'en profite avant que tu abordes du coup ton dernier point. Il y a une personne qui réagit dans le chat qui dit, qui demande peut-être en prévoyant des contre-audits à la livraison. Bien sûr. Alors c'est ce qu'on fait. Nous, on a des cas de figure où en fait on demande même aux prestataires, aux candidats, de livrer un audit avec la livraison. Sauf que, et là on arrive à un sous-tiroir de ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure avec les outils tout faits, on a des audits faits avec Lighthouse par exemple, ou avec Wave uniquement. Donc on a des prestataires qui nous disent on a un truc 80% conforme, Lighthouse l'a dit, mais Lighthouse ne teste que 30% des critères d'un site. Donc en fait, on sait juste que vous êtes 80% conforme à 30% des critères. C'est pas lourd en fait à la fin. Donc on a aussi ce problème-là, c'est la qualité de ce qu'ils vont rendre, d'une part, et d'autre part, nous de notre côté, au département du Nord, on a à une vache près parce que ça évolue en permanence. On a globalement 41 sites web et 140 outils métiers. Mais ça évolue en permanence, ça meurt et ça vit sans cesse. Et donc, moi, je veux bien faire des audits de contrôle à chaque livraison, mais déjà, combien d'audits de contrôle on va devoir faire? Dans un marché qui est saturé, Mathieu ne me dira pas le contraire, parce que d'un seul coup, tout le monde panique et tout le monde veut des audits. Donc, les boîtes qui étaient avant, et elles ne sont pas très nombreuses, les boîtes en France qui font de l'access numérique, qui étaient avant, qui arrivaient à faire un chiffre d'affaires correct, aujourd'hui sont sous pression en permanence, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui veulent soudain des audits. Voilà, Mathieu, je pense que je ne me trompe pas. Hein. Aujourd'hui, les délais pour faire un audit ne sont plus du tout ceux d'avant. On parle en mois, avant on parlait en jours. Et d'une part, d'autre part en termes financiers, c'est-à-dire que si je dois contre-auditer 100 outils par an, je n'ai pas le budget pour ça. On préfère donner de l'argent aux gens qui ont besoin du RSA, par exemple. Et le dernier point, c'est une fois que j'ai fait un contre-audit et que j'ai dit que ce n'est pas conforme, c'est quoi mon levier pour qu'il corrige, quoi. Donc ça, c'est justement ce sur quoi on travaille. Il y a effectivement la logique des pénalités dans les marchés publics qui peut fonctionner. Mais on se retrouve parfois dans des situations où le prestat est seul à avoir un outil qui est pratiquement devenu monopolistique dans la sphère publique. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà des images qui leur viennent en tête parmi l'auditoire. Il y a des outils qui sont quasiment aujourd'hui essentiels. On peut pas. Et donc les prestataires se disent pourquoi je les changerais? Il n'y a que moi en fait. Voilà. Alors voilà, je peux peut-être du coup, ça me permet une transition pour le troisième point que j'avais envie de proposer. On vient de travailler sur un énorme chantier. Oui, pardon. Juste avant que tu l'abordes, j'en profite parce que je vois qu'il n'y a pas de questions actuellement dans le chat. Donc, c'est parfait, ça te laisse le temps d'aborder le dernier point. Mais juste pour rappeler que aux participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Comme ça, on y répondra dans la foulée. Je te laisse reprendre. Ouais, je suis encore dans mon timing en plus. Parfait. En fait, ça fait 1 an qu'on travaille. Encore une fois, mon principal métier, en plus d'être référent Access numérique,
c'est d'être designer, même si moi je vois pas bien la différence. On a travaillé sur un produit, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a travaillé dessus. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, mais on a fabriqué notre site modèle, notre usine à site. Mais on a fait une usine à site sur mesure, parce que nous, on est des grands fans du sur mesure, on n'aime pas les trucs tout faits. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ça à une époque, les Easy Publish, les WordPress, les machins, j'aime pas trop ça, parce qu'on n'a pas vraiment la main dessus. Là, nous, on a fait vraiment en sur mesure. L'ensemble des sites de communication du département du Nord sont faits sur la même plateforme en sur mesure, et on a extrait de cette plateforme de quoi faire des sites à la volée. Donc, c'est en gros une usine à sites qui a été notamment accompagnée par Urbilog. Pas parfait aujourd'hui, mais c'est quand même déjà très très pratique. Et ça nous permet en quelques jours de, from scratch, sortir un site web. Le plus long, c'est de publier les contenus et de faire l'instance sur le serveur. Et au départ, bien entendu, toute la problématique, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vital, c'est le maintien en condition du site. Une fois que le site est déployé, si les contenus sont publiés correctement et si tout le monde fait correctement son travail, le site peut être 100% conforme au moment où il sort. Ce qui nous permet une économie substantielle sur tous ces sujets-là. Et qui en fait est un investissement relativement mineur parce que ça nous a coûté le prix d'un gros site web pour en faire autant qu'on veut. Bien sûr, la difficulté, c'est le maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire que ce site est 100% conforme. Si je publie en page d'accueil une vidéo qui n'a pas de sous-titres et pas de transcription textuelle, je suis plus 100% conforme. Le site me permet de l'être, mais c'est pas pour autant que je le suis. Voilà. Isabelle, je vois que vous levez la main. Oui, juste pour compléter ce que dit Bertrand, effectivement, il y a les sites, les applications, mais le gros travail, d'ailleurs, qui est en cours chez nous, c'est tous les contenus et toutes les personnes qui contribuent, parce que c'est bien de rendre les choses accessibles, mais tous les contenus, ça peut être des formulaires, des vidéos, des podcasts, tout ça, on peut avoir un site accessible, mais si au final, le contenu ne l'est pas, ça ne va pas, quoi. Enfin, vraiment, c'est un gros travail et ça, faut embarquer tout le monde parce que c'est du bon sens. Faire un mail accessible, faire plein de choses qu'on peut rendre accessibles assez facilement et finalement, c'est de la culturation aussi à apporter auprès des personnes. Je Merci, vais compléter, Isabelle. Ouais. je vais compléter un petit peu ça. Et là, je vais vous parler non pas en tant que professionnel, mais en tant qu'utilisateur. On parle souvent de mise en conformité et d'atteindre un niveau d'accessibilité. En fait, les enjeux, ils ne sont pas que sur le fait d'être accessible. Il est surtout sur le fait de le rester. Et je vais vous donner un cas concret qui illustre ça et qui a un effet business du coup derrière. Je prends l'exemple du choix que l'on a quand on est aujourd'hui en train de choisir son système de téléphonie. On a Android ou Apple, globalement. Le taux de pénétration d'Apple est de 30%. Android, donc d'à peu près 70%. Eh ben, Apple a développé en 2009 un système qui permet à des personnes aveugles et déficientes visuelles de pouvoir utiliser simplement en fait, leur outil, et surtout, ils l'ont maintenu depuis cette date. Eh ben, aujourd'hui, dans les chiffres, Apple représente 70% des usages de personnes en situation de handicap visuel. C'est aussi pour dire que derrière ces enjeux, il y a un vrai enjeu de pouvoir maintenir les sujets d'accessibilité dans le temps, et que derrière, ça peut avoir des effets business. Parce qu'évidemment, Apple, c'est des centaines de millions de dollars ou d'euros qui sont générés grâce aux personnes qui sont déficientes visuelles. Donc, c'est aussi pour donner, et je ne pense pas qu'Apple soit la société la plus philanthrope que je connaisse, donc c'est aussi pour se dire que derrière ces éléments-là, en fait, il y a plein de bonnes choses à en chercher. Hein. C'est ce que disaient à la fois Isabelle et Bertrand. Hein. Il y a un intérêt, en fait, derrière tout ça. Mathieu, je profite que tu as pris la parole pour te faire suivre une question qui a été posée, à savoir, est-ce que les pénalités pour défaut d'accessibilité et défaut d'affichage sont cumulables? Oui. Alors, je n'ai pas donné de détails, hein, parce que évidemment, c'est un peu compliqué entre le service public et le privé. Ce qui est commun, c'est, on va dire, les défauts d'affichage, les 25 000 €. Par contre, on a des chiffres, des pénalités qui peuvent être différentes, notamment sur les petites structures. Okay. On peut arriver jusqu'à plus de 100 000 € si vous cumulez. Et en plus, je n'ai même pas évoqué un autre sujet. Tout à l'heure, Isabelle parlait du site de recrutement. En fait, derrière le site de recrutement, vous pouvez vous retrouver aussi avec une autre législation française qui s'appelle la discrimination. Et donc là, c'est pas les mêmes montants et c'est même du pénal. Donc voilà,
parler on va dire des pénalités n'est pas très simple dans le sens où chaque contexte peut être différent et donc les pénalités peuvent être différentes également. Et on me demande du coup en complément, est-ce par site ou par entreprise? Par site. D'accord. Alors, si je peux me permettre, c'est même par service numérique, et ce flou qui est le terme de service numérique nous laisse supposer que sur certains sites, on peut même l'avoir plusieurs fois, si je peux me permettre. Je vais donner un exemple concret. Si vous avez une application sur iOS et sur Android, c'est 2. Avec 2 services. Okay. Oui, en fait, la loi, et d'ailleurs, je ne suis pas juriste, et pendant un certain temps, on s'est posé la question de la fameuse directive européenne qui arrive là en juin 2025, le 28 juin 2025. Quand vous lisez cette directive, vous dites, en fait, j'ai 5 ans pour me mettre en conformité. Et là, pour le coup, vous avez des juristes qui ont repris le sujet en disant non, en fait, on n'a pas 5 ans pour se mettre en conformité, sauf exception, mais c'est plutôt de l'ordre de l'exception. Donc, globalement, il faut que demain, vous soyez accessible. C'est ça, en fait, aussi ce que veut dire la loi. C'est que, je prends l'exemple sur des services qui sont déjà en ligne, sauf si vous changez de métier. C'est-à-dire que si, par exemple, Bertrand commence à vendre des choses dans son environnement, ou que l'INRIA veut faire je ne sais pas, de la formation professionnelle, par exemple, donc le fait de changer d'affectation pour son site Internet donne droit effectivement à 5 ans supplémentaires. Mais en fait, voilà, globalement, c'est de l'exception et ce n'est pas la règle. La règle aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous soyez accessible le 28 juin 2025. Alors, j'ai une autre dire question. Que tout le monde va y être. J'ai une autre question. Avez-vous des exemples d'entreprises du secteur bancaire qui ont fait un gros travail dans ce domaine et ont fait le lien entre la mise en accessibilité et les résultats business? Alors là, du coup, je ne sais pas qui pourra y répondre. Oui, on travaille beaucoup avec le monde bancaire, globalement, quasiment avec toutes les enseignes. Sans forcément donner le nom d'enseigne, ils y travaillent tous, quasiment. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure en disant le fait de faire un audit, de remédier, de faire un audit, de remédier, de refaire un audit, de remédier, ça, je l'ai vécu plein de fois. D'où l'importance, en fait, de vraiment penser stratégie pour pouvoir avoir une vision long terme. J'ai plutôt bien aimé un de mes partenaires bancaires qui s'est dit, de toute façon, je n'y arriverai pas tout de suite. On va être pragmatique. Au 28 juin 2025, je veux que tous mes services bancaires soient accessibles à 51%. Alors, je pense qu'ils vont globalement y arriver. En tout cas, ils s'en donnent les moyens. Et ça, ils parlent de juin 2025. Ils ont une autre étape qui est décembre 2026. Et là, on est à 75%. Et dans l'échéance qui suit, on est à 90%. Donc, vous voyez, ils ont programmé dans le temps l'effort à réaliser. Et ils ont fait autre chose aussi que je trouve très intéressant, c'est de se dire, mais quand on fait un audit d'accessibilité, on va prendre, on va dire, un certain nombre de pages représentatives. Mais on sait très bien que dans les pages représentatives, il y a des pages qui sont plus ou moins importantes. Si je reviens sur le monde bancaire, le fait de pouvoir consulter ses comptes ou de pouvoir faire un virement, c'est quand même des pages qui sont plus importantes que peut-être les mentions légales. Et donc, ils ont décidé aussi de dire qu'ils se donnaient le droit d'être meilleurs sur les services qui étaient consultés à plus de, je pense que c'était 1 million de connexions, plutôt que les pages qui ne l'étaient pas. Donc, à la fois, il y a une notion de progressivité qui a été intégrée dans le dispositif, mais également une notion de représentativité, c'est-à-dire que oui, c'est quand même plus important que les pages les plus consultées et celles qui ont le plus d'enjeux soient plus accessibles que celles qui en ont moins, en tout cas de faire en sorte que l'effort soit y porté de manière spécifique. Alors évidemment, on n'est pas dans le cadre de ce que dit la loi. La loi vous donne l'obligation d'être accessible à 100%. Alors je ne devrais pas vous le dire, mais être accessible à 100%, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué pour plein de raisons, et notamment aussi, et on avait fait la petite expérience d'ailleurs avec Bertrand, les cookies. En général, les cookies, c'est des contenus externes. Eh bien, les cookies, je me souviens, sur un site qu'on avait audité pour Bertrand, c'était 4%. Ça coûtait 4%.
parce que le logiciel, entre guillemets, enfin, le prestataire, en fait, n'avait pas intégré les sujets d'accessibilité. Et ben voilà. Et donc, du coup, vous n'y pouvez pas grand-chose, vous, en tant qu'éditeur, en tout cas responsable d'eux. Alors, vous devez faire en sorte que ça le soit. Donc, vous pouvez demander à l'éditeur de vous rendre accessible, mais pour autant, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, c'est aussi pour ça de se dire que dans cette démarche d'accessibilité, il faut bien se projeter sur à la fois un objectif, mais aussi d'être pragmatique. Vous ne rendrez pas vos sites accessibles à 100% demain matin. C'est une certitude. Et même si vous êtes accessible à 100% demain matin, c'est pas sûr que vous le restiez parce que vos équipes vont bouger, parce que votre communication va bouger, parce que voilà, vous avez vos sites vont bouger. Donc l'idée, c'est maintenir le sujet dans le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et mettre en place, comme l'ont évoqué à la fois Isabelle et Bertrand, des éléments qui vont contribuer à maintenir le sujet dans le temps. Mathieu, je me permets, parce qu'il y a une réaction dans le chat, une précision, une demande de précision. Quand tu dis 100% accessible, est-ce que tu parles 100% accessible du RG2A ou 100% accessible pour tous? Les deux. Alors, en fait, c'est 100% du RG2A et c'est d'ailleurs même 100% de l'EN 320-549 si on prend la directive européenne, qui est, si je prends le RG2A, c'est 106 critères. Nous, on a une extraction, on va dire, du EN 320-549 qui est à 136 critères. Donc, parce que c'est un petit peu plus complet, notamment sur la partie audiovisuelle. Mais voilà, oui, c'est ce que demande la loi. Okay. Alors, je dis en tant que tel que c'est une bonne chose qu'il y ait un objectif. Par contre, je sais que c'est compliqué. Alors, je vois qu'on a déjà dépassé le temps. Bertrand, tu levais la main, donc du coup, je te laisse terminer. Et puis, je ne sais pas si tu as j'ai vu qu'il y a une question technique aussi pour moi. Voilà, exactement. En fait, je voulais abonder sur ce que vient de dire Mathieu. On a une mécanique en design et en design accessible qui dit que, en fait, vous pouvez faire, si vous avez un site qui est 99% conforme, vous pouvez être content. Sauf que si ce 1% non conforme, c'est le bouton de validation à la fin de votre formulaire, votre site, il est totalement inutile. Voilà, je ne sais pas si c'est clair expliqué comme ça. Je vais faire un parallèle sur du bâti, si vous voulez, parce que tout le monde va le comprendre. Vous pouvez avoir un bâtiment qui soit 100% accessible, mais si vous avez une porte à tambour devant, ou bien une porte blindée parce qu'on est passé par le 11 septembre, et ben en fait, votre bâtiment, il est inutilisable pour certaines catégories de population, même si à l'intérieur, tout est nickel. C'est ça, c'est la même mécanique. Donc, cette notion de conformité, elle ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut avoir des sites qui n'ont pas des notes folles et qui sont parfaitement utilisables en réalité avec juste un peu de gêne. Et puis d'autres sites qui sont soi-disant 100% conformes et qui en fait sont des catastrophes ergonomiques, voire impossibles à utiliser pour 1 ou 2 critères non respectés. J'en profite juste que j'ai compris qu'on allait vite pour répondre sur la stack technique. Alors, je vais essayer de vraiment répondre très vite. Cette réponse n'engage que moi. Je ne suis fan d'aucun CMS tout fait sur le marché. Un CMS tout fait, ça veut dire des centaines de paquets de code inutiles que vous chargez à chaque fois que vous chargez une page. Quand vous déployez un WordPress, la moitié des modules, vous ne les utilisez pas. Vous n'utilisez pas toujours PrestaShop, vous n'utilisez pas toujours vous n'utilisez pas toujours le module de newsletter. Et ces outils-là, ils ont été faits pour être totalement customisables par tous les besoins possibles. Donc un Easy Publish, qui est un peu has-been aujourd'hui, du Drupal, du machin, vous chargez forcément des quantités de code invraisemblables, et donc vous faites forcément de la surcouche tout le temps. C'est ma philosophie. Hein. Je ne dis pas que c'est la réalité, je dis que c'est comme ça que je le vois. Et donc, nous, on est parti sur Symfony. Ce n'est pas meilleur qu'autre chose. On est parti sur l'idée de tout faire en sur-mesure. Notre back-office, moi, je suis un fonctionnaliste, hein, j'ai appris comme ça. Dans mon back-office, les outils qui sont présents, c'est les outils dont je me sers. Et chaque fonction sert à faire quelque chose qu'on a défini comme étant un besoin dans un cahier des charges. Donc, je n'ai pas 10 000 modules qui ne me servent à rien dans mes sites. Donc, je ne peux pas répondre sur les CMS courants pour leur capacité à faire de l'access. Par contre, des choses en 100% sur mesure, et nous on a choisi Symfony pour des tas de raisons historiques, etc. On peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on part de rien, en fait. Alors, je vais répondre à la question de manière différente. C'est qu'en fait, les CMS aujourd'hui, il n'y en a aucun qui exclut l'accessibilité. Mais ce n'est pas parce que vous avez le potentiel que forcément c'est intégré. Isabelle, vous vouliez compléter ? Oui, compléter, je ne sais pas, c'est une remarque un peu globale sur l'accessibilité numérique. Alors, ça se fait sur un temps très long, c'est une course de fond, hein, j'insiste, et qu'il faut commencer petit pour ne pas se décourager. Et puis, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, parce qu'on n'a pas forcément les ressources en interne. Et par exemple, nous, on a fait un accord cadre pour avoir de l'expertise, l'audit et des formations qu'on fait. On fait des webinaires qu'on met à disposition des gens régulièrement.
c'est un temps long, donc faut pas s'essouffler, quoi, parce que quand on voit la montagne, on va se dire on va pas y arriver. C'est juste, c'est Mhm. pour pas décourager les gens, parce que ça peut vite être décourageant, et surtout pas rester seul. Ouais. Alors, je me permets merci Isabelle pour cette réaction. Je me permets de clôturer avec une dernière question qui, je pense, sera assez rapide. Une personne demandait dans le chat si vous aviez suivi un DU d'accessibilité numérique ou si vous saviez où il était possible d'en réaliser. Répondu, c'est l'université de l'île de la Réunion. Il y a, Oui, c'est ce qui a été voilà, répondu, voilà, ouais, voilà. mais qui C'est le seul qui apparemment… existe. Hein. Ouais. Oui. Ok. C'est le Bon, seul qui d'accord. existe, mais il a été proposé l'année dernière. Il ne l'est pas encore, je pense, cette année. Ok. Eh ben, merci beaucoup à tous. Peut-être juste pour clôturer ce webinaire, je vais vous demander à tous les trois un dernier mot, peut-être un conseil pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'accessibilité numérique. Alors, très rapidement, hein, sans forcément très développé, mais si vous aviez un conseil à donner, ce serait lequel? Ne rien lâcher. J'aime bien. Et j'irai même plus loin, ne rien lâcher et accepter que les gens soufflent quand vous arrivez dans la pièce. Oui. J'ai plus beaucoup d'amis, moi, à la direction des services informatiques, mais c'est pas grave. Et Mathieu? Et moi, je vais demander d'oser. Parce que si vous n'osez pas, vous n'arriverez à rien. Merci beaucoup. Pour ma part, je rappelle aussi aux employeurs publics qui peuvent mobiliser les dispositifs d'accompagnement et de financement du FIP et de la DINUM notamment, et ils sont là pour vous soutenir dans ces démarches. Également, je vous ai mis à l'écran les contacts côté Urbilog et côté Arthur Hunt LTT. N'hésitez pas, du coup, vous avez mon mail si besoin. Et je crois que quelqu'un a demandé si la présentation serait transmise. Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre présence et à nos intervenants pour leur partage d'expérience qui a été, je pense, très riche. Merci à Merci. tous et merci Géraldine. Merci. Merci. Très bonne journée à tout journée le à tous. monde. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Excuse-moi, mais j'ai un call derrière.